Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là sur les Triple C's. Messieurs, comment allez-vous? Ça va? On tient le coup, on tient le coup. On tient le coup bien. Donc chaque jour ou presque, nous répondons à vos questions. Vous pouvez nous les poser donc par par mail podcast@lassueur.com ou message direct @lassueur sur Instagram. Si vous nous écoutez en audio, donc Deezer, Spotify, iTunes, n'hésitez pas à balancer les 5 étoiles. Ou alors sur toutes les autres plateformes de streaming habituelles. Ou alors en commentaire directement des vidéos YouTube si vous nous regardez sur YouTube. Bien, on a une question de Damien, messieurs. Damien.clv. Salut les gars, dites-moi, vous qui êtes l'encyclopédie du sport de combat, savez-vous pourquoi Petrosyan n'est plus au Glory? Il a déjà gagné le tournoi 1 et 3, il me semble, mais le Glory reste sûrement plus intéressant en termes de primes et d'adversaires que le One Championship, non? Point d'interrogation. C'est une question que je me pose depuis longtemps et je ne trouve pas la réponse. Et oui, alors que bon, on peut quand même préciser que le One Championship ont permis à Petrosyan de gagner le tournoi à $1 million et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'organisations aujourd'hui qui puissent proposer autant à ce monsieur. Ouais, il y a le fait qu'il a $1 million empoché, et puis en plus de ça, alors je sais pas s'il fonctionne comme le PFL, mais j'ai envie de dire, si le PFL fonctionne comme ça, je vois pas pourquoi le One ne fonctionnerait pas comme ça lui non plus. Et en gros, c'est non seulement tu gagnes $1 million, évidemment si tu gagnes le tournoi, mais en plus à chaque tour du tournoi, tu gagnes une prime stable en fait. Donc je pense que financièrement, c'est peut-être plus intéressant d'être au One qu'au Glory, je pense, hein. Donc pour Petrosyan, il y a peut-être eu ça. Et puis je pense qu'il est un peu comme David Beckham, à la fin de sa carrière, voilà, il veut faire de l'oseille. Et puis si c'est aller en Asie pour le faire, je pense qu'il le fait. Et puis voilà, hein. Après, bon, je pars sous réserve de vérification, encore une fois, mais je pense aussi ce qui a dû jouer pour Petrosyan, c'est que au Glory, tu es moins libre de tes mouvements que quand tu es au One FC. Il me semble qu'à mon avis, il n'y a pas de clause d'exclusivité quand tu es kickboxer pour le One FC. Tu peux combattre pour le One FC, tu peux faire d'autres combats dans d'autres organisations. Il me semble en tout cas. Tandis que pour le Glory, à mon avis, c'est un peu plus compliqué parce qu'il le permettait au début. Mais ça faisait jamais vraiment bon sur le papier quand Rico Verhoeven perdait contre Gerassi Smith C'est ça, ouais. au putain de Cool Fight, tu vois, genre au fin fond de la Chine. Donc je pense que ça doit jouer. Je pense que Petrosyan, effectivement, il a une carrière où il aime bien de temps en temps aller à l'étranger, de temps en temps combattre en Italie pour des organisations d'un prestige un peu moindre. Et puis voilà, quoi, il est plus comme tu dis, ça doit jouer le fait qu'il est malgré tout sur la fin de sa carrière et qu'il veut avoir une certaine indépendance et une certaine mobilité et qu'il ne soit pas obligé de devoir combattre devant la même organisation, de devoir défendre un titre. Parce que là, One FC, il a gagné le championnat, mais il n'a pas d'obligation particulière par rapport à cette victoire. Donc je pense que c'est ça qui doit jouer. Ouais, et puis sachant que oui, exactement, mon cher Polydomso. Alors, au Glory, en fait, c'est soit exclusivité ou exclusivité uniquement dans la discipline, ce qui permet par exemple aux combattants d'être dans des situations comme Adesanya, où vous êtes exclusive Glory pour kickboxing, mais par contre, vous avez le droit d'aller un peu partout en MMA. Et pour le One FC, en fait, ils peuvent accepter d'autres organisations, mais c'est vraiment eux qui disent oui ou non. Donc, par exemple, si tu as le Bellator qui arrive, évidemment, ils vont dire non parce qu'ils voient ça comme de la compétition. Mais par contre, c'est clair que quelque chose de beaucoup plus régional en Italie, où de toute façon le One FC ne va jamais aller dans ce pays-là, là ils vous autorisent bien évidemment à combattre, et surtout que ça fait du bif, parce que c'est vrai que pour le coup, s'ils combattent directement en Italie, tu as ce côté, toute Il remplit la salle. pour lui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Il hyper remplit la intéressant. salle et puis bon, c'est ça, je pense qu'il a il combat sur des cartes où il y a ses potes qui combattent et tout, donc c'est pas plus mal, quoi. Ça permet d'avoir un peu plus de levier. Petrosyan, il en est à un stade où il est quasiment lui-même organisateur, tu vois, quasiment. Il l'est pas, il n'a pas la fonction, mais il pourrait largement le faire. Donc je pense que c'est ça. Et après, pour pas vraiment partir sur des ragots ou sur des trucs, mais il semblerait quand même qu'il y ait eu des gros problèmes au niveau du Glory avec certains combattants. Je sais pas si c'est le cas de Petrosyan, mais en tout cas, c'était le cas de Joe Schilling qui s'est barré et qui a claqué la porte. Ça s'est pas très très bien passé. Donc de là à penser qu'il y a peut-être eu une couille dans les négociations, c'est qu'un petit pas, quoi. Après, faudrait faire une enquête, mais moi, il me semble pas avoir vu cette histoire passer. Le problème, c'est que Petrosyan, c'est pas un combattant qui est déjà en Glory.
anglophone. Il parle quittanien. Et donc, du coup, c'est difficile. Il y a peut-être une vidéo qui traîne, mais je ne l'ai pas vue. Mon niveau en italien étant plus que médiocre. Donc, voilà. Oui, non, mais après, c'est aussi une question de stratégie, je pense, du Glory, parce que par exemple, City Chai, là, ça fait un moment qu'on l'a pas vu combattre au Glory, et on n'a pas spécialement de news dessus. Donc, c'est vrai qu'ils mettent, à mon avis, enfin, on voit bien quand il y a les rosters, ils choisissent de mettre en avant tel ou tel combattant, tel ou tel mec dans le roster, et peut-être qu'ils se sont dit, bah, une fois que Petrosian a gagné, on va peut-être laisser la place à d'autres fighters. Le problème, c'est qu'il a perdu, en fait. Petrosian, Ouais. c'est peut-être ça aussi ce qui s'est passé, c'est qu'il était censé gagner le tournoi qu'il avait eu, et c'est Andy Risty qui l'a gagné. Donc ça doit jouer, c'est un ensemble de choses, à mon avis. Ouais, parce que je pense pas que le Glory avait grand intérêt à lâcher Petrosian, même si, enfin, il a perdu, oui, mais vu que c'est quand même un des meilleurs de tous les temps en kickboxing, je pense que si le Glory avait pu, il l'aurait gardé. Ouais, mais regarde, par exemple, City Chai, pour toi, pourquoi est-ce que là, ils le mettent au placard, entre guillemets? Bah, Parce pense que qu'après, c'est plus une très grosse star, même si par le ouais, talent, ça c'est. par le talent, oui, mais il remplira aucun des pays d'Europe où que se produise le Glory. Donc, je pense qu'il n'a pas forcément une valeur entre guillemets marchande qui les intéresse autant qu'aurait pu les intéresser un Petrosian ou que les intéresse un Doumbé ou un Verhoeven, par exemple, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que City Chai, dès qu'il a perdu le titre, ils ont C'est fait en ça. sorte de le foutre sous le tapis parce que ça les emmerdait un petit peu. Ouais. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pareil, c'est un des meilleurs combattants de la Bah planète dans ouais. sa discipline. C'est clair. Après, c'est vrai qu'aussi, mais c'est un peu la même chose. Peut-être que les gens en avaient marre. Il y a eu quoi? Il y a eu 5 combats grégoriens contre Ouais. City Chai. Donc peut-être ils se sont dit, bon, on va pas le faire pour une 6e fois. Putain, faut Ouais. avancer, les mecs. Donc il y a peut-être ça, mais enfin bon. En tout cas, on suivra ça avec attention. Peut-être qu'un jour, hein, il le dira dans une interview La Sueur ou autre. Bien, question de Louis, messieurs. Louis 13, 21. Bonjour La Sueur, j'ai une petite question pour vous trois. Est-ce que vous pensez qu'un retour de JSP est possible pour faire un dernier combat? Dans quelle catégorie? Face à qui? Et à quel niveau pensez-vous qu'il sera? Merci La Sueur pour votre travail, actuellement le meilleur média de sport de combat en France. Oh my god, merci beaucoup Louis. Bon alors messieurs, est-ce que le train est passé pour Georges Saint-Pierre ou est-ce que vous continuez de croire à un retour? Là, en période de confinement, il fait des roues dans la chambre, donc je pense que c'est. Non, il fait des roues dans la chambre et moi, les 2 derniers posts où je l'ai vu, c'est extraordinaire. Il est soit en train de jouer à moitié à cache-cache dans un arbre ou sur son toit, soit en train de faire des sourires bizarres. Et en fait, c'est les sourires de Georges Saint-Pierre. Et en fait, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il a raison, Michael Bisping. En fait, tu as vraiment l'impression que c'est un reptilien un petit peu. Quand il sourit, GSP, c'est comme la scène dans Terminator 2 où John Connor à Terminator, voilà comment est-ce qu'il faut sourire. Et du coup, Terminator essaie de faire le truc, quoi. Et il sourit comme ça. Et c'est assez rigolo parce que moi, les derniers posts de GSP que j'ai vus, c'était ça. Bon, après, pour répondre à la question, moi je pense que bien sûr, il peut toujours refaire un combat. Si c'est juste un combat comme ça, il peut le faire. Après, est-ce que, enfin, la question, la réelle question, c'est est-ce que il faut considérer un retour sérieux de plusieurs combats sur la longueur de titres et tout? Là, la réponse est non. Enfin, moi je pense que c'est pas envisageable. Mais il l'a dit. Si c'est pour faire un super fight, comme il a fait plus ou moins avec Bisping, sauf que c'était pas vraiment prévu à la base, mais c'est ça, enfin, c'est ça ce qui en est retourné in fine. Mais je pense que oui, bien sûr, il peut le faire. Le combat, le nom le plus évident que les gens aimeraient bien voir, c'est si jamais Khabib bat Tony Ferguson, qui est un Khabib JSP. Et effectivement, si Khabib explose Ferguson, je pense qu'il aura les derniers leviers de traction suffisants pour négocier ce truc-là. Après, tout dépendra du bon vouloir. Voilà, c'est ça. Tout dépendra du bon vouloir et de la capacité physique de JSP de cutter. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il est capable de cutter. Après, est-ce qu'il combattra au même niveau à ce poids-là? Ça, j'en sais strictement rien, mais je pense qu'il serait capable de le faire. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu redescendu quand même, parce qu'on avait fait pas mal de podcasts. Enfin, on avait fait quelques podcasts là-dessus. Il y avait des rumeurs de retour, et puis là, depuis même, j'ai l'impression que même Georges Saint-Pierre est passé à autre chose. Enfin, et Habib aussi, parce que on les voyait tous les deux chaque fois qu'il y avait des interviews, ils parlaient de ce méga fight. Et là, visiblement, je pense que l'UFC a dû mettre un stop aux deux mecs en disant, clairement, ça va jamais se passer. Et Georges Saint-Pierre a dit, bon, très bien, moi, je vais être au Canada, je vais faire mes petits trucs tranquilles.
Et Habib lui continue de combattre. Mais j'ai l'impression, là, il n'y a pas l'air d'avoir de traction spécifique là-dessus. Surtout que Georges Saint-Pierre a dit de toute façon qu'il combattrait jamais à 40 piges. Et là, mine de rien. Ça vient vite là. Exactement. Mais oui, en plus, c'est vrai que je pense que le soufflet est retombé aussi. Et pourtant, d'après ce que j'avais compris, GSP avait même fait des tests de weight cut pour la catégorie lightweight. Apparemment, ça a été fait avec succès. Et voilà, lui, il a dit clairement, moi, si je reviens, c'est vraiment pour un super fight et probablement avec Khabib. Mais vu que effectivement là, que ce soit du côté de Khabib ou de GSP, ils n'y font plus mention, mais vraiment du tout. Personnellement, en fait, vu que les deux ne s'y intéressent même plus vraiment, voilà, moi je suis passé à autre chose aussi, en fait. Ouais, complètement. Je pense que là, clairement, tout le monde est passé à autre chose. Mais c'est quand même dommage. Quand même dommage parce que j'aurais aimé, je pense que, je sais pas si Polydomso aurait aimé voir ce combat-là, mais j'aurais quand même aimé voir ça parce que ça fait partie des trucs qui, pour Habib, comme pour Georges Saint-Pierre, ça fait partie du genre de méga fight qui, permettent à des gens de découvrir un combattant d'une autre époque, et puis deux, de vraiment, je pense, marquer, de toute façon, marquer une année ou dire le mec qui remporte ce combat-là, dans tous les cas, là, le nom est cimenté à tout jamais dans l'histoire du sport. Mais bon, a priori, malheureusement, pour la deuxième fois, après le combat contre Anderson Silva, Georges Saint-Pierre passe à côté d'un méga fight. Anderson, ouais. Après le truc, c'est que moi, je suis toujours un peu. Je suis pas contre, évidemment, parce que ça fait toujours plaisir de voir Georges Saint-Pierre combattre. Mais après, c'est surtout sur les conséquences qu'un tel combat peut avoir. Je suis partagé sur la vraie plus-value de ce truc-là, parce que mais soit Georges Saint-Pierre. Voilà, soit Georges Saint-Pierre et tout ce qu'on peut conclure, il n'était pas au niveau, il n'a pas bien fait son retour et tout, soit il explose Khabib, et dans ce cas-là, ça craint, parce que tu te dis finalement un combattant qui est sur le retour, il arrive et il bat le gars qui est au top, qui a le vent en poupe. Donc c'est très, moi je trouve les conséquences que ça peut avoir, c'est pas terrible, quoi. Complètement. Alors là, Polydomso, on l'a perdu 2 fois. Il est revenu. Maudite connexion. Non, mais là, il y a les Parisiens qui sont en train de poncer la bande passante là, sur des sites obscurs. J'ai pas trop envie de me prononcer, mais là, c'est trop chiant, quoi. Là. Terrible. Enfin. Et puis, voilà, je pense que nous sommes complets sur la question de l'éventuel retour de Georges Saint-Pierre. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air assez compliqué à faire à suivre, surtout qu'en plus, il faudrait qu'il revienne dans le pool USADA, ce qui n'arrange pas les choses, parce que ce serait 3 mois supplémentaires d'attente. Bref, le train semble être passé. Question de TZ29. Salut la sueur. Attends, TZ29. Comme ça se prononce. Salut la sueur, super taf et merci pour tout. Une mini question. Est-ce que cette histoire de confinement n'est pas finalement une opportunité financière en or pour l'UFC concernant le combat Khabib-Azustoni ? Un combat qui, je l'imagine, aurait déjà en temps normal explosé le nombre de pay-per-view, mais qui là risque de battre des records démentiels. Démentiel, le mot est lâché. Je m'interroge sur le ratio entre la perte due à l'absence de spectateurs et la multiplication potentielle de PPV. PS, est-ce qu'il serait possible d'avoir dans la description l'intitulé des conseils combat, histoire de pas trop galérer, entre l'anglais et les noms de certains combattants? Oui, c'est pas faux. Plus on devient exigeant. Sorry, tout dépendra du bon vouloir de Rust. C'est lui qui est aux manettes pour tout ça. Voilà. Pas du tout. Juste alors, concernant pour le ratio entre la perte due à l'absence de spectateurs et la multiplication potentielle des PPV, par rapport aux rumeurs qu'il y avait concernant Abu Dhabi ou un pays du Moyen-Orient, ce qui est simple, c'est que selon toute vraisemblance, c'est le pays, en gros, le pays qui accueillera le combat va payer directement l'UFC une somme qui compensera cette perte en termes de billetterie. Par contre, si c'est aux États-Unis, là, effectivement, l'UFC, ils perdront effectivement une dizaine de millions de dollars concernant la billetterie. Voilà, sinon le reste, messieurs, je crois qu'on avait déjà couvert le fait que ça allait être quand même une grosse opportunité pour l'UFC. Encore faut-il que le combat se fasse, mais oui. Complètement. On va finir par un combat Dana White contre un mec random du staff de l'UFC. Parce que, mais mine de rien, blague à part, on est quand même le 29.
ça n'a toujours pas avancé. Il n'y a toujours pas une d'annonce de la part de l'UFC. Ça commence quand même à devenir un petit peu tendu, surtout qu'apparemment, la Russie ferme ses frontières à partir de, c'est quoi, lundi? Ou c'est Ouais, c'est ça qui est déjà... terrible. Et je crois que Khabib et son équipe ils sont toujours en Russie. Donc, Ouais. Ah, ouh. Après, Parce que moi, j'avais. ça s'applique à tous. En fait, c'est aussi ça, parce que je pense que si Habib part aux States ou ailleurs, je pense qu'ils auront droit à des traitements spécifiques. Ouais, bah ouais. Mais moi, j'avais compris les dernières nouvelles. En gros, Dana White avait dit qu'il avait 4-5 différentes Oui, localisations encore. Donc, c'est vrai que il faudrait commencer à s'agiter un peu là-bas. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Mais là, voilà, l'heure commence vraiment à tourner, quoi. Même pour l'organisation, pour les combattants et les camps, enfin, c'est un peu galère quand même. De s'organiser en ce moment et de prévoir des plans pour les 2 semaines à venir en ce moment, ça doit être vraiment, vraiment l'horreur quand même. complètement. Nous partageons votre point de vue, notre cher Rust. Wow, c'est compliqué aujourd'hui. Bien. Question de Yann par mail. Yann Fatbert. Question podcast. Salutations à tous. J'ai une question pour l'un de vos fabuleux podcasts. Ne pensez-vous pas qu'un combat entre Georges Saint-Pierre et Conor McGregor serait merveilleux? Presque personne n'envisage ce combat. Pourtant, selon moi, il ferait sens pour tout le monde. JSP reviendrait pour une somme suffisamment conséquente. Conor, en cas de défaite, aura perdu contre une légende, donc pas de reproche. Bon bah clairement pour lui, il sait qu'il va gagner. L'UFC ferait exploser les records de vues et l'argent coulerait en abondance sur tous. Merci à toute l'équipe pour votre taf de grande qualité. Salutations de la Suisse. Yann. Ouais, alors ce combat-là, je pense quand même que ça se passerait assez mal pour Conor, hein, mine de rien. Il y a des chances, mais en fait, c'est pas si évident. Là, j'étais en train d'imaginer le combat et je sais pas, en fait. Je suis pas si. Enfin, ça dépend à quelle catégorie de poids, je pense. Parce que si c'est en ouais, parce lightweight, qu'en welterweight, welterweight, c'est terminé, mais lightweight, je me dis, il a peut-être une chance. Ouais, il aurait une chance probablement peut-être dans les premiers rounds. J'avoue que je mettrais aussi GSP, mais en lightweight, faut voir. En lightweight, faut voir. Mais c'était quoi la question déjà? La question, c'est en gros, est-ce qu'on ne pense pas, finalement, comme lui, que ce combat serait merveilleux pour l'UFC et pour le MMA? Je sais pas, franchement, je trouve que ça ferait quand même très money fight, surtout le faire aujourd'hui. Comme McGregor a pas de titre lightweight, ça ferait Ouais. JSP qui revient pour l'argent, McGregor qui revient. Pour McGregor, ce serait un beau challenge, mais à part dire tu bats un mec, enfin, ouais, non, je sais, enfin, je trouve qu'au niveau timing, là, ce serait pas le meilleur combat à faire. Bah, cela dit, Conor, lui, qui a toujours voulu les plus gros challenges, qui a toujours voulu, comment dire, toujours chaque challenge doit être encore plus gros que le Ouais. précédent, ce serait intéressant. Après, c'est vrai que je vois, et pourtant c'est étonnant, mais bon, GSP n'a pas forcément de titre, et donc est-ce que ça intéresse vraiment Conor de battre quelqu'un qui n'a pas de titre? En fait, même si c'est GSP, je pense que c'est pas si évident que ça. Même si c'est GSP, hein, et je suis conscient que c'est une des plus grandes légendes de tous les temps en MMA, mais je ne sais même pas si ça intéresserait forcément Conor. Et après, du point de vue aussi du marketing, etc., alors ce serait vachement intéressant, mais au niveau trash talk, etc., je pense que ce serait vraiment ce serait étrange, ce serait très étrange comme build-up. Donc, c'est vrai qu'en fait, ouais. Après, pour moi, le seul moyen de justifier ce combat-là, ce serait de le faire en welter. Tu le fais en welter, parce que là, pour le coup, si Conor McGregor bat JSP en welterweight, je pense que définitivement, tout le monde se dit, ok, ouais, mais c'est un gros si quand même. Hein. Oui, c'est un gros si, mais après en lightweight, le problème c'est en lightweight, si Conor bat JSP, on dit c'était le premier combat de JSP en lightweight et c'est Ouais. JSP qui a bientôt 40 piges. Un peu comme si Nurmagomedov, pour sa prochaine défense de ceinture, il l'a fait contre JSP. Les gens utiliseront les mêmes arguments. Alors qu'en welter, t'as un truc qui permet quand même à Conor comme à Habib de dire bon bah ok, t'as fait un vrai truc là et maintenant t'es légitime dans cette catégorie de poids. Mais bon, là, très bien vu. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien vu. Bien, question, messieurs, de Calimero. Question de Calimero. Hello, merci pour vos podcasts toujours passionnants. Comment nous conseillez-vous de voir les combats de l'UFC en France? Je suis perdu. Merci. Messieurs, je ne veux que des réponses légales, bien évidemment. Ah Bah, des réponses légales, il faut acheter. Deux choix. Il y a deux choix possibles. Rust. Allez.
Bah, il faut les acheter. Il faut acheter, je sais plus, c'est sur le site de l'UFC qu'il faut acheter C'est des ça, trucs. exactement. En fait, non, il y a 3 options. Il y a soit les pay-per-view pour les plus gros combats, donc notamment Conor McGregor, qui sont à 19 € sur le site de l'UFC. RMC Sport 4, c'est ce que nous utilisons et nous sommes tous les 3 abonnés. Donc, nous nous sommes abonnés sur la plateforme donc en ligne, voilà, pour RMC Sport 4. Ou alors, et là aussi, nous l'avons également, parce que oui, pour toute la Bah, il légalité. faut bien investir, hein, c'est notre métier. Exactement, oui, bah, c'est ça, ouais. L'UFC Fight Pass, et où là, ce qui est bien, c'est que vous avez tous les anciens combats, mais le gros problème du MMA, et là, franchement, on ne le dira jamais assez, c'est que c'est le seul sport où vous ne pouvez pas suivre l'intégralité d'une soirée sans avoir à payer une blinde, parce que par exemple, RMC Sport 4 ne diffuse que la main card, l'UFC Fight Pass diffuse les prélims, et il y a une partie des prélims qui est même pas diffusée en France, même si vous avez acheté ces 2 plateformes-là. Et si vous êtes aux États-Unis, vous devez faire ESPN, UFC Fight Pass et acheter le pay-per-view pour suivre l'intégralité de la soirée. Donc honnêtement, c'est assez compliqué pour le sport, et voilà. Et puis pour le Bellator, en France, c'est simple. Si vous voulez le suivre légalement, ce n'est pas possible parce que c'est pas diffusé. Par contre, c'est ONE FC et le Rising. Le ONE FC, c'est en direct sur leur chaîne YouTube. C'est ça. Et le Rising, c'est quoi? C'est le diffuseur japonais qui met ça gratuitement, non? Non, ça c'était ça avant. Maintenant, je crois plus que ce soit gratuit. Ouais. Enfin, Et puis, qu'est-ce qui est le. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. En toute Et façon. PFL, le PFL, ils ont un deal, il me semble, avec MMA TV, je crois. Complètement. PFL, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. MMA TV. PFL, c'est la plateforme avec MMA TV. Puis il y a certaines petites organisations qui mettent ça en direct sur leur chaîne YouTube, ou comme Ares Fighting Championship, c'était les prélims qui étaient sur la page Facebook. Donc voilà, ça reste assez compliqué, on vous l'accorde. Et peut-être, mais en tout cas, la meilleure option, si vous n'avez pas énormément d'argent à dépenser pour le MMA et que vous souhaitez rester dans la légalité, bien entendu, c'est de prendre l'UFC Fight Pass. C'est 6 € par mois. Vous avez tous les combats de l'UFC, plus le Polaris, des belles compétitions de grappling aussi. Il y a aussi le Cage Warriors, le Pride évidemment, le Cage Warriors dans les événements qui sont directs. Il y a le LFA aussi. Enfin, et ouais, il y a. Et le Glory, il y a le Glory. Le Glory, il y a aussi, il me semble qu'il y a le Eddie Bravo Invitational. Il y a Invicta, mais il y a aussi pas mal de trucs de grappling. Donc, non, c'est le bon plan. Franchement, UFC Fight Pass, c'est quand même le bon plan. Bon, et ben voilà, messieurs. On espère avoir été exhaustif. Question de FFS 08 07 2093. Appelez-le pour tout genre de photos et vidéos plus exotiques les unes que les autres. Salut Guillaume, salut Russ, salut Polydomso. Avant de vous poser ma question, je tiens à vous féliciter pour la qualité de vos podcasts, vidéos, articles qui sont au top. Eh bien, merci beaucoup. Ma question est la suivante. Depuis cet été, Morgan Charrière a explosé médiatiquement. Et j'ai regardé pas mal de ses interviews. Et dans celle-ci, quelque chose me dérange. Ouh. À chaque fois, il parle du fait que pour faire parler de lui, il a dû accentuer sa communication pour avoir plus de followers afin d'attirer le regard de l'UFC. Il dit souvent: quand l'UFC viendra à Paris, ils verront mon nombre de followers et ça plaidera en ma faveur. Ne trouvez-vous pas ça terrible qu'un sportif soit obligé d'avoir un certain nombre de followers pour espérer pouvoir se confronter au meilleur alors que son talent est largement suffisant? Merci d'avance pour votre réponse. Question intéressante, mais effectivement qui soulève un point épineux de l'UFC, du MMA, qui est un sport, mais aussi un business. Sport-business. Alors, messieurs, c'est parti. Pour ma part, en fait, ça me... Je sais même pas si je trouve ça terrifiant ou triste, parce qu'en réalité, je pense que c'est logique. Hein. Ouais, c'est logique, et on est les produits de notre époque, et du coup, ça me choque pas nécessairement. Je pense que c'est un peu l'apanage de tous les sports maintenant. Si tu veux vraiment avoir décroché des deals, ou pour les sports de combat, être dans les grosses organisations, en fait, voilà, faut simplement se dire que ça fait partie du métier que de se promouvoir et de trash talk, pas nécessairement, parce que Morgan, il fait pas vraiment de trash talk, hein, de ce que j'ai vu. Mais voilà, c'est simplement se mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, commencer à faire des chaînes, des vidéos, vraiment faire de sa personnalité une de ses armes aussi. Et ça me choque pas vraiment. C'est le 21e siècle, c'est le monde dans lequel on vit. Et comme c'est pas forcément connoté trash talk, ça me choque pas. Si c'était le seul moyen de s'en sortir, le trash talk, là vraiment je commencerais à dire mais putain, enfin
allez, il est temps que la société s'effondre, fall of Rome, et puis on laisse les barbares entrer, tu vois. Là, ça me choque pas vraiment, c'est simplement que voilà, avec il faut savoir faire avec son temps et avec les technologies de son temps. Et du coup, voilà, que Morgan fasse ça, en fait, moi je trouve ça plutôt stylé. Il a fait ça tout seul, il a eu les bons réflexes dès le début, ça a porté ses fruits. Et en plus de ça, voilà, c'est maintenant il a la plateforme pour prouver qu'il a les skills, et il a su attirer le regard de l'UFC d'abord par sa personnalité et par son envergure médiatique, pour que l'UFC puisse ensuite découvrir ses skills en tant que combattant. Donc moi, ça me choque pas forcément en fait, hein. Monsieur Polydomso. Ouais, pareil, c'est du prize fighting, hein, en fait. Hein. Il faut donner aux gens l'envie de te regarder. Si tu veux regarder juste de la méritocratie et savoir qui est le meilleur, tu regardes les Jeux Olympiques, hein, c'est tout. Et puis, quand c'est de la boxe professionnelle ou quand c'est du sport professionnel, c'est un business. Il y a des gens qui vivent derrière dessus. Si tu es le meilleur du monde mais que personne ne veut te regarder, bah, c'est ton problème quelque part aussi. Tu vois, genre, il faut gagner la foule, comme dit l'entraîneur de Maximus dans Gladiator. Et bah, là, c'est pareil, ça s'applique à ça. Morgan Charrière, il a été très habile, il a utilisé les outils actuels. C'est peut-être ça que certaines personnes lui reprochent, parce que finalement, ça fait longtemps que beaucoup de combattants se créent un gimmick, ont une personnalité publique, utilisent la radio, la télé, les journaux pour faire parler d'eux d'une certaine manière. Là, il utilise les outils modernes. Tant mieux pour lui, quoi. Il est dans, enfin vraiment, il s'est adapté, et c'est ça. Et en fait, on veut faire ça, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste inéluctable, en fait, j'ai envie de dire. À partir du moment où on est dans un système où il faut faire rentrer des butons, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Complètement, monsieur Polydomso. Et de toute façon, c'est clair. Puis je rejoins Ross là-dessus, hein. C'est vrai que s'il insultait tout le monde et qu'il disait je vais soulever Max Holloway et tout ça, ça pourrait poser problème. Mais là, il le fait. Enfin, je veux dire, il donne des conseils sportifs aux gens. Enfin, c'est très positif, je trouve. Et ça donne une très bonne image du sport. Donc en soi, à part dire ok, il y a peut-être des gens qui peuvent dire la plus grosse critique que les gens lui font, c'est ouais, t'es plus youtubeur que combattant de MMA. Mais sauf que quand on regarde ses vidéos YouTube, ça parle uniquement de sport. Ou quand ça parle pas de sport, enfin on va dire de MMA, c'est lui qui va coacher d'autres personnes. Et là aussi, c'est quand il coach des gens, c'est pour les tirer vers le haut, pour leur faire perdre du poids ou pour les aider à se dépasser. Donc clairement, c'est ouais non, il a réussi à sortir de son sport, et même n'importe quel athlète de toute façon en MMA, à partir du moment où tu arrives à sortir de ton sport, c'est que tu as percé ou c'est que tu es quand même devenu quelqu'un. Donc mais non, en plus. Ouais, je disais juste, la critique, c'est juste parce qu'il utilise un média qui est nouveau, quoi. Parce que bon, finalement, quelle différence dans l'absolu entre quelqu'un qui passe directement par sa chaîne YouTube pour se créer une personnalité publique, de celui qui passe par des journalistes ou qui passe par un attaché de communication et tout. C'est pareil, c'est juste le média qui change, en fait. Et bon, on a une réserve parce que pour nous, YouTubeurs, c'est Norman et Cyprien, tu vois. Mais bon, ça n'enlève rien, en fait, au fait que c'est juste quelqu'un qui fait de la relation publique pour lui. Peut-être aussi, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne passe pas par un intermédiaire. Donc, je trouve que peut-être l'approche est peut-être même finalement plus authentique que quelqu'un qui passe par un attaché de com qui va lui dire alors, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ça, ce serait bien que tu portes une robe bleue parce que c'est moins anxiogène pour le public et tout. Tu vois, je pense que c'est peut-être même préférable que, la voie couvre Morgan Charrière en France, mais qui a déjà été ouverte par d'autres ailleurs. Je sais pas, moi, elle me dérange pas, personnellement. Mais moi non plus, elle me dérange pas. Et en plus de ça, c'est vrai que je pense que tu soulèves un point qui est vraiment intéressant pour Edomso, parce que du coup, le fait que ce soit lui qui fasse tout de A à Z, il n'est soumis à aucun diktat. Et en fait, ça se sent parce que du coup, pour l'avoir rencontré et pour avoir vu ses vidéos, maintenant, j'ai des points de comparaison. Il est exactement le même en fait. Et le truc, c'est que c'est vraiment ce que vous voyez dans les vidéos, c'est Morgan Charrière. Et donc en fait, il est exactement. Voilà, en fait, c'est ça. Et s'il faisait des espèces de tutos, je mange 15 yaourts au goût différent, lequel sera mon préféré? Enfin, tu vois, des saloperies comme ça. Et ben là, je serais d'accord en fait avec la personne qui a posé la question. Je serais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est vraiment. Ok, c'est ça la décadence, tu vois. Là, c'est simplement, il documente ce qu'il fait sans rien changer à sa manière d'être. Voilà, c'est comme tu disais, Polydomso, il rajoute pas de gimmick, il essaie pas de mettre un théâtre quand il parle pour attirer les vues, pour attirer les gens. Il est juste lui-même, et c'est simplement qu'il a les canaux nécessaires pour mettre en avant qui il est sans en rajouter. Donc moi, franchement,
All power to Emma. Allez. Et à tous ceux qui voudraient le faire à côté, quoi. Ouais, et puis bon, après, en plus de ça, je terminerai là-dessus. Alors, je sais pas pour l'auditeur que je dis ça, mais il y a une certaine hypocrisie parce que finalement, l'organisation la plus regardée, c'est quoi? C'est l'UFC. L'UFC, c'est une organisation qui assume sans complexe son caractère capitaliste, sa course à l'audience, le fait qu'elle privilégie les combats les plus populaires. Et une des raisons pour lesquelles elle marche bien, c'est qu'il y a énormément de gens qui apprécient et qui demandent ça. Donc, d'un côté, dire ah oui, mais bon, dans le cas de Morgan Charrière, c'est pas très bien, mais don't hate the player, hate the game. Exactement. Je veux dire, c'est le jeu, il est comme ça, et le jeu, il est comme ça parce que les gens, ils aiment ce jeu-là, tu vois. Donc, on peut le reprocher dans l'absolu, on peut critiquer, mais finalement, c'est aussi ça qui rend le truc très excitant. Sinon, ce serait la compétition olympique. C'est-à-dire, chacun fait des compétitions régionales, puis il remonte le machin, et la personnalité du combattant, on s'en branle. Sauf que, moi, je suis désolé, mais s'il y a des gens qui ont des millions de fans, c'est parce que la personnalité, on s'en branle pas, justement. Ça fait partie intégrante de notre plaisir de se créer cette espèce d'univers derrière. D'ailleurs, si vous voulez quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi de ça, à propos du catch, vous écoutez Roland Barthes sur le catch et il vous expliquera avec des termes savants pourquoi on apprécie tellement cette narration dans le côté spectaculaire du sport de combat, là, du catch, mais qui peut s'appliquer aussi au MMA. Ouais, complètement. Et puis ne serait-ce que de toute façon, pouvoir prendre en main sa carrière et garder le contrôle. Parce qu'imaginez si Demetrius Johnson avait eu 15 millions de fans sur les réseaux sociaux, jamais l'UFC l'aurait gentiment poussé vers la sortie. Et c'est pareil, les combattants français, longtemps, regardez les Cyril Diabaté, tout ça, quand ils commençaient à perdre, on les poussait, ou même Cheikh Congo qui est parti de l'UFC alors qu'il restait extrêmement compétitif. Là, à partir du moment où vous avez énormément de followers, qu'il y a tout un pays derrière vous, l'UFC est obligé de vous garder et aussi va se dire, on va peut-être lui mettre des adversaires qui sont plus accessibles ou au contraire se dire, on va avoir un plan pour lui pour faire en sorte que peut-être que Morgan Charrière, il soit parmi les top contenders de la catégorie et qu'il y ait un combat contre le titre à Paris parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de monde derrière lui. S'il avait 2000 followers, vous pouvez voir, c'est ce qui s'était passé avec Morgan quand on avait fait le tout premier podcast avec lui. Le tout premier podcast qu'on avait fait, il sortait, je crois, de son premier combat au Cage Warrior où il avait perdu par décision partagée pour la ceinture et il n'y avait pas grand monde qui le suivait. Et justement, même avec le Cage Warrior, il allait avoir son prochain combat, mais pas du tout avec la même attente. Aujourd'hui, il n'a pas rempli Londres à lui tout seul, mais il y a eu plusieurs centaines de Français qui ont pris leur place pour aller le supporter. Donc forcément, le Cage Warrior, ils se disent, ok, on va faire un événement en France, il va être main event. Enfin, tout le monde le pousse, donc ça fait parfaitement sens. Mais tout à fait. En plus, je pense que là, on ne pouvait pas choisir meilleur exemple que Morgan Charrière. Franchement, c'est le mec qui illustre mieux ça parce que le début de sa carrière, c'est vraiment un début de carrière, et lui, il en conviendrait aussi, qui a été mal géré, où il a rencontré des personnes trop vite, il a été envoyé au loup, tout ça, parce que ce monde-là est impitoyable quand tu es un nobody. D'autant plus le MMA, je pense que c'est encore pire que la boxe, parce que la boxe, t'es un nobody, mais tu peux quand même avoir une carrière de journeyman. Bon, elle est peut-être pas enviable, tu peux quand même faire une carrière, tu vois. Quand tu es en MMA, tu te retrouves, si tu as plus de 10 défaites, si tu as un ratio qui est négatif défaite-victoire, tu es tout de suite catalogué talker et tu peux dire adieu à tes chances à l'UFC, à tes chances dans les grandes organisations. Et c'est vraiment triste parce qu'il y a combien de combattants finalement qui ont eu un début de carrière similaire à celui de Morgan Charrière qui n'ont pas pris en fait le tournant médiatisation et qui du coup en sont restés là, alors qu'on voit maintenant Morgan Charrière, maintenant qu'il a une puissance de frappe médiatique, qui peut approcher plus sereinement sa carrière, il peut avoir des choix de combat qui sont un peu plus abordables et qui lui permettent une progression qui est plus professionnelle, et du coup ça devient un bon combattant. Donc finalement c'est un cercle qui est vertueux quelque part, d'une certaine manière. Et moi franchement j'encourage personnes qui se posent des questions à ce niveau-là, de regarder les premières générations de combattants français en MMA. C'était des gens qui étaient très talentueux, mais qui avaient justement aucune connaissance de cet aspect-là en fait du business, et ils ont eu en fait une carrière qui était vraiment en dents de scie. Complètement. Alors messieurs, c'est terrible. Ce podcast c'est terrible parce que Polydomso nous fait des interventions qui sont aussi passionnantes que foireuse au niveau de la connexion. Donc on va prendre une dernière question. Ensuite il y aura les recommandations et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui avant que Rust ne fasse des bisous à la webcam. Pardon. Ça. Alors, je suis à l'aise. Donc question toujours sur Instagram, The Never Give Up. Idée podcast, si vous ne l'avez pas déjà fait, une création d'une catégorie entre lightweight et welterweight.
pour ou contre, perso, je serais plutôt favorable. Ça débloquerait peut-être la catégorie lightweight qui a un top 10, on va dire, avec un très fort potentiel, mais la majorité n'auront jamais leur chance pour le titre à cause en partie de Khabib et de sa supériorité qui va être sur une cadence d'un money fight par an. Et la catégorie welter, à part le top 3 et éventuellement Masvidal, il n'y a personne qui peut prétendre au titre. Mais mettre une catégorie de plus, ça dévalorise forcément un peu les autres catégories, comme en anglaise. Ce n'est que mon point de vue. Alors, messieurs, cette fameuse catégorie en 165, parce qu'on ferait du coup 155, 165, 175, donc tous les 10 pounds, et ça permettrait, c'est l'argument qui est fait par de nombreux combattants, de Kevin Lee à Conor McGregor, en passant bien évidemment par Dustin Poirier. Tous ces combattants sont favorables à cette catégorie-là. Messieurs, qu'en pensez-vous? Poli, tu veux y aller? Bah, moi, je suis pour. Alors, c'est un des rares exemples où, en fait, là, pour le coup, l'exemple de la boxe, je le suivrais. C'est-à-dire peut-être multiplier. En plus, je pense que créer une catégorie intermédiaire entre justement lightweight et welterweight, ça permettrait à mon sens, de résoudre certaines difficultés liées au cutting de mecs qui ont vraiment un physique qui n'est pas celui de welterweight, mais qui n'est pas non plus celui du lightweight, et donc qui se retrouvent le cul entre deux chaises. Je pense notamment à Rafael Dos Anjos, à Kevin Lee, à tous ces mecs-là qui, à mon sens, ont été vraiment très, très rapidement pénalisés en fait, dans leur évolution du simple fait de leur morphotype, de leur morphologie et de leur poids en fait. Donc je suis pour. Moi personnellement, je pense pas que ça affaiblirait la catégorie. Je pense que c'est un vivier qui est tel. Il y a tellement de talents, tellement de gens dans ce truc-là que franchement, c'est pas plus mal. C'est un embouteillage, la KT lightweight. Comme il l'a souligné justement en plus avec un Khabib qui combat une fois par an maintenant. Franchement, je vois pas en fait quel est le côté négatif de ce truc-là en fait, par rapport au côté positif. Bah, d'autant plus que, en fait, pour moi, ça commence à être presque aberrant d'avoir des telles différences, disons des tels sauts au niveau du poids de catégorie en catégorie. Enfin, honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, le fait d'avoir donc entre la catégorie welterweight et middleweight, tu passes de 77 à 84 kilos, de 84 à 93, de 93 en plus, après tu fais 93-120. En fait, maintenant, ça me paraît complètement de plus en plus aberrant. En fait, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut estimer qu'on met les combattants sur un pied d'égalité en faisant des gaps aussi monstrueux. Donc, je pense pas non plus. C'est vrai, enfin, l'UFC, bon, le roster est absolument monstrueux, mais je pense que non seulement ça n'affaiblirait pas forcément les catégories, mais avoir un ou deux champions en plus, ce serait pas forcément un mal, je pense. Donc, et puis c'est pas comme si on en rajoutait 15. Enfin, on sera pas comme l'anglaise à avoir une catégorie toutes les kilos en fait. Donc, je pense pas que ce serait vraiment préjudiciable. Je pense que ce serait plus positif qu'autre chose, comme mes deux compères, quoi. Complètement, et puis surtout qu'en plus, là, on parle des catégories lightweight welter, donc où on va dire le morphotype humain au niveau des catégories de poids, c'est là qu'il y a le plus de personnes, donc ça va pas être un nivellement vers le bas de l'UFC, au contraire. C'est que vous allez donner la chance à beaucoup plus d'athlètes de pouvoir briller à leur, on va dire, à leur niveau de performance optimal. Parce que là, comme le disait Polydomso, c'est vrai que des Kevin Lee, des Rafael Dos Anjos, et puis même d'autres gars, là, ils seront dans une catégorie qui leur convient beaucoup mieux. Il y aura plus, à mon sens aussi, pour l'UFC, qui, n'oublions pas, regarde quand même d'un point de vue business, beaucoup plus l'opportunité de faire des money fights entre des champions qui seront légitimes et soit un mec qui descend en lightweight ou le gars qui monte chez les welter. Enfin, ça peut être vraiment hyper intéressant, et surtout quand on regarde le roster aussi bien, enfin du welter jusqu'au lightweight, bah, c'est quand même hyper chargé. Donc clairement, je pense que tout le monde y gagnerait, et même un combattant comme Nurmagomedov, qui aura complètement nettoyé la catégorie lightweight, là, vous pouvez faire un truc où il y a peut-être la petite carotte qui vous coûte pas très cher en disant, ça te dirait pas d'être champ toi aussi? Allez, fais ça. Ouais. Donc forcément, enfin, je pense que ce serait jackpot pour tout le monde. Après, l'UFC et Dana White, son principal argument, c'est vrai que c'est un petit peu faire table rase du passé et de tout ce qui a été écrit précédemment chez les lightweight et chez les welterweight, et de dire, bon, bah, comme on va bouger toutes ces catégories-là, on va être obligé de créer une nouvelle histoire, alors que l'UFC a déjà maintenant plus de 25 ans d'histoire. Bon, On s'en branle.
On s'en branle parce que non mais parce qu'il fait chier là, c'est pas un vrai argument ça, c'est un argument de merde parce qu'il y avait pas les meufs avant, il a créé une catégorie featherweight autour de Cyborg. En fait tout ce qu'il attend Dana White, c'est juste un combattant charismatique qui ferait le forcing pour qu'il y ait cette catégorie là, c'est tout. Dès qu'il sentira qu'il y a du bifton à se faire, il va retourner sa veste. C'est pas un argument valide ça. C'est pas un argument valide. Je suis bien d'accord. Mais là, moi, je me pose la question, c'est quand vont-ils faire cette catégorie 165 ? Parce que c'était quoi ? C'était l'année dernière, je crois, où il y avait vraiment cette grosse traction. C'était justement c'était en février, je crois, février 2019, quand il y avait les fameuses négociations Habib contre JSP, où c'était, ils peuvent faire ce combat-là, mais lightweight, ça peut être compliqué pour JSP, alors que s'ils font un catchweight en 165, ça peut être intéressant. Il y a Dustin Poirier qui s'y met, qui disait, oui, effectivement, faites cette catégorie-là. Même Ben Askren qui disait, moi aussi, je pourrais faire le poids. Nate Diaz, et voilà. Et là, depuis, comme il n'y a plus ces tractations au cours du combat JSP-Habib, tout le monde est en train de se dire, moi, je reste en lightweight et les welter restent en welter. Donc, il faudrait à nouveau cette traction, mais ce qui est chaud quand même pour les hommes, c'est de se dire que ni Habib ni JSP n'ont réussi à le faire. Après, bien évidemment, ils n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui, surtout pour Nurmagomedov. Je sais pas, peut-être ils n'ont pas assez forcé, peut-être pas assez forcé, peut-être pas assez insisté. Aussi, le problème avec JSP, c'est que, soit on crée une catégorie, mais s'il gagne contre Khabib, il va pas défendre le titre. Donc, on se retrouve avec une catégorie qui est vide. Je pense qu'ils ont ils ont dû faire ce calcul-là. Si ça avait été, je sais pas, un mec genre Masvidal, par exemple, qui avait dit je veux créer cette catégorie-là avec qui peut combattre en plus dans cette catégorie, bien sûr, qui est pas champion en plus encore des welterweight, ou qui n'est pas, donc du coup il laisse pas son titre welterweight, il crée pas en fait un bouchon en fait dans la catégorie welterweight. Et il a la force médiatique pour dire on fait le truc, là, à mon avis, ça se ferait en fait. Je pense qu'il y a juste eu le calcul du risque en fait avec JSP en fait, de se dire s'il gagne, il dégage quoi. Donc du coup, on se retrouve avec une catégorie sans roi. Donc Mais en plus, il va peut-être y avoir une nouvelle vague de traction et de demande parce que je sais plus, c'est peut-être moi qui l'invente, mais il n'y a pas eu un début d'étincelle de quelque chose entre Masvidal et Khabib. De toute façon, il y a toujours plus ou moins un début d'étincelle de quelque chose avec Masvidal. Ouais, mais là, je sais plus ce que j'ai cru voir ou ce que j'ai vu, mais il me semblait qu'en gros, Masvidal, pas de trash talk ni rien, mais il avait juste dit, il me semble, qu'en gros, il n'y a pas de souci, s'il fallait combattre Khabib, il irait. Oui, Khabib. Le Khabib aux pinces dehors. Oui, c'était pour ça, c'est parce qu'il disait effectivement il serait prêt à descendre chez les lightweight if the price is right. Et voilà, c'est ça. Donc il commence à faire tourner l'idée, quoi. Exactement, parce qu'il a déjà combattu en lightweight et c'est vrai que je pense que allez Dana White, parce qu'on vous aime bien, monsieur Dana White, faites un petit combat Conor McGregor-Masvidal pour le titre inaugural en 165. Tout le monde serait content et voilà. Allez-y, faites-le. Et c'est pour ça, honnêtement, pour l'instant, moi, je vois pas du tout pourquoi l'UFC est si réticente à l'idée de faire cette nouvelle catégorie, parce qu'ils ont quand même fait la ceinture BMF l'année dernière, donc ils ont créé aussi la catégorie flyweight, la catégorie featherweight, on va avoir quand même en combat Amanda Nunes, Felicia Spencer en mai au Brésil, si tout se passe bien, s'il n'y a pas le coronavirus, mais tout ça pour dire que là, il y a quelques catégories qui ne vivent que par la présence d'une seule athlète ou d'un seul visage. Donc un truc catchweight, une catégorie 165 où vous savez que du jour au lendemain, vous avez 10 mecs qui seront des tueurs à gages. Parce qu'en fait, c'est ça la logique que je comprends pas vraiment avec Dana White, c'est le fait de créer des catégories féminines où vraiment c'est le désert de Gobi, c'est la ville fantôme de Lucky Luke. Il n'y a personne à part la championne. Je comprends pas le fait de se dire non mais oui on crée des catégories, féminines comme ça, il y a pas grand monde, ça va venir, mais pourquoi refuser dans ce cas-là simplement de changer vraiment, changer l'ordre établi, oui, mais 1 pour le meilleur, 2 il s'y retrouverait financièrement et 3 ça créerait de l'excitation. Je vois pas la logique derrière, j'avoue que je comprends mal. Il y a peut-être aussi du point de vue de l'UFC, de se dire il y a peut-être certains combattants qui feraient facilement le yo-yo entre la catégorie 165 et 155, et c'est peut-être la peur tout à fait relative de l'UFC de se dire tu as des mecs qui sont... mais tu sais, dans le sens où tu as plein de gars qui seront simultanément dans les deux rankings et peut-être de retrouver exactement les mêmes noms dans les deux top 10. Mais cela dit, rien n'empêche l'UFC, c'est ce qu'ils faisaient à moitié à un moment donné, en fait, de
leur dire clairement, non, toi, Ouais. tu es un lightweight, ou de leur dire clairement, toi, tu combats en welterweight. En plus, l'UFC peut très bien refuser d'un combat. D'ailleurs, c'est même eux qui les donnent, les combats, de toute façon, c'est eux qui les font. Complètement. Donc, de toute manière, en gros, c'est eux qui te disent dans quelle catégorie tu combats, en fait. Donc, je pense que le fait d'avoir un yo-yo, ça les dérangerait pas nécessairement, puisque c'est eux qui contrôlent la descente et la montée du yo-yo, quoi. Complètement. Et surtout, je pense que ça permettra à Diego Sanchez de donner un nouvel élan à sa carrière. Et ça c'est le plus, c'est le plus important. Bien, messieurs, d'ailleurs, Diego Sanchez, je ne sais pas si vous avez vu là sur Instagram, il y a un mec qui lui parlait de CTI et Diego Sanchez lui a dit non, City, ça n'existe pas. Et donc, ouais. Alors, Manchester c'est- City, à la limite. Manchester. Oh oui, oh là là. Oh, reste en rentrant. Bien, messieurs, c'est parti pour les recommandations. On va commencer par la recommandation combat de Monsieur Polydomso. Si Ross n'a pas de recommandation workout, j'en ai une petite. Très bien. Monsieur Polydomso. Moi, je me suis refait récemment Cassius Clay, Georges Chuvalo, enfin Cassius Clay, Mohamed Ali, mais à l'époque où il a combattu Georges. Ah non, je dis une énorme connerie. Il s'appelait déjà Mohamed Ali lors du premier combat. Il avait déjà changé son nom. Je crois que c'était. Alors, c'est le combat de 64, il me semble. Je crois que c'est 64. En tout cas, c'est le premier combat. La vidéo est en noir et blanc. Vous la trouvez sur YouTube. Et le combat, il est vraiment super intéressant parce qu'on a un Mohamed Ali qui était vraiment dans son prime. C'est avant qu'il ait la césure forcée en fait, et donc pendant la guerre du Vietnam, tout à fait. Et donc du coup, il est virevoltant. On a vraiment toute la maestria et le brio du combattant contre un Georges Chuvalo qui est ultra rugueux, pas super doué, mais super dur. Et franchement, il perd le combat de boxe, Georges Chuvalo, mais il lui en fait voir vraiment de sacré parce qu'il commence à l'attaquer au corps et tout. Enfin, donc c'est un combat, c'est une opposition de style. C'est très intéressant. C'est pas un des combats les plus médiatiquement connus de Mohamed Ali. Moi, je le trouve très intéressant à ce niveau-là. Donc, je le recommande. Donc voilà, c'est ma recommandation fight. Et la recommandation culture. Toujours dans les trucs qui ont un lien avec les sports de combat. Si vous aimez l'humour de Danny McBride, à savoir Kenny Power ou genre This is the End ou des trucs comme ça, je vous recommande The Foot Fist Way, la voix du poing et du pied où il joue, où Danny McBride joue une espèce de prof de taekwondo tocard. Ouais, il m'a bien fait rire ce film. En plus, pour ceux qui ont commencé par les arts martiaux traditionnels, il y a pas mal de trucs qui vont vous faire penser peut-être ce que vous avez connu, genre les petites les expositions ou casser des planches dans un parking de Super U ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui viennent en tête et moi, ça m'a bien fait marrer, donc je vous le recommande. Oh là là. Alors, le conseil workout, mon cher Rust. Non, allez-y directement, mon cher Guillaume, parce que là, moi, je fais toujours la même chose, en fait. Mais les gens veulent devenir une machine comme vous, mon cher Rust. Alors moi, mon petit conseil, c'est... Petit conseil. Non, aujourd'hui, j'ai regardé quelqu'un qui s'appelle... Alors, Stacy... Alors, attendez. Stacy, c'est un monsieur, c'est un Américain. Stacy Irvin Jr., qui est connu pour être le petit ami de Simone Biles, la fameuse gymnaste multiple championne olympique, mais qui est surtout catcheur et petite machine de guerre. Et ce monsieur... Je pensais qu'elle est connue pour être le petit ami de Simone Veil. Je me suis dit, il y a un problème là. Simone Biles. Et tous les jours, il propose des workouts au poids de corps qui sont assez intéressants sur sa page Instagram. Donc, c'est Stacy Irvin Jr. sur Instagram. Voilà, ça mange pas de pain. Vous pouvez varier avec tous nos autres workouts qu'on a fait précédemment. Et c'est assez intéressant. Voilà. À la limite, dans la lignée de ce que tu viens de proposer, Guillaume, alors je ne l'ai pas encore mis en. Ah, bordel. On peut se le garder pour demain, mon cher Rost. On peut, parce qu'au rythme où vont les choses, les gars. Ouais, vaut mieux qu'on garde, effectivement. Fin avril, la date butoir là pour le moment. 2021. Donc, voilà. Allez, ouais. Ah oui, attendez. Ah oui. Et juste, alors je tiens à souligner, comment dire, la qualité des recommandations de Monsieur Polydamas, puisque j'ai regardé effectivement le documentaire sur le premier tournoi de Kyokushin. Et franchement, il est ouf. En fait, je m'y attendais pas, mais non seulement c'est vachement intéressant de savoir comment est-ce qu'il faisait les choses, mais en plus, c'est génial parce que c'est comme les vrais bons documentaires. En fait, ça devient des vrais bons documentaires quand il y a des vraies personnalités et des gens qui sont complètement originaux.
Et franchement, les protagonistes dans le documentaire sur le premier tournoi de Kyoku, ils sont incroyables. C'est vraiment des personnages de film, donc vraiment, allez-y, allez le mater, parce qu'il est vraiment stylé. Le nom, s'il vous plaît, pour Bah, les c'est ça, en fait, tu retardataires. tapes First Kyokushin World Cup, je sais plus exactement, un truc comme ça, quoi. C'est Et un tour voilà, qui dure 1h40, c'est ça à Ouais. peu près. Donc, et vous Ouais. trouverez ça sur le web. Bien, à la prochaine, messieurs. Au revoir. Swear.